Vous avez peur d'être seul. Et ce n'est pas un hasard. Depuis l'enfance, on vous a appris que la solitude est une punition, que ceux qui n'ont pas d'amis sont des cas sociaux, que préférer sa propre compagnie est le signe que quelque chose est brisé en vous. Et vous l'avez cru. Vous vous êtes forcé à sourire dans des conversations de groupe qui vous épuisent, vous avez feint l'intérêt pour des sujets futiles, vous avez accepté des invitations qui vous vident de votre énergie, tout cela pour ne pas être cette personne. Le solitaire, le bizarre, celui qui ne rentre pas dans le moule. Mais et si je vous disais que cette peur a été soigneusement implantée en vous, qu'il existe une raison très précise pour laquelle la société a besoin que vous soyez terrifié par votre propre compagnie, parce que les gens qui n'ont pas peur d'être seuls sont les plus dangereux qui soient, pas pour eux-mêmes, pour le système qui dépend de votre dépendance. Si vous avez déjà ressenti cette angoisse au creux de l'estomac, en réalisant que vous alliez passer le week-end seul, si vous avez déjà accepté des invitations juste pour ne pas rester chez vous, si vous vous êtes déjà jugé parce que vous préfériez le silence au bruit, vous devez entendre ceci. La solitude n'est pas votre faiblesse. Elle ne l'a jamais été. C'est l'attaque la plus sophistiquée contre la seule chose qui pourrait vous libérer. Vous êtes à une soirée. Musique à fond, éclat de rire, bruit de verres qui s'entrechoquent. Vous tenez une bière tiède que vous ne buvez même pas, juste pour avoir une contenance. Quelqu'un vous tire dans un cercle de conversation. Il parle d'un truc que vous devriez trouver drôle. Tout le monde rit. Vous forcez un sourire. Votre estomac se noue. Cette sensation, je suis un alien qui observe les humains à travers une vitre. Vous regardez la porte. Vous calculez combien de temps vous devez rester avant de pouvoir partir sans passer pour un sauvage. 15 minutes? Une demi-heure? Votre téléphone vibre. C'est une excuse, n'importe quelle excuse. Mais vous ne l'utilisez pas, parce que vous imaginez déjà ce qu'ils vont penser. Le revoilà qui s'en va. Toujours le premier à partir. Tellement asocial. Vous restez, épuisé, en train de faire semblant. Et dans le Uber qui vous ramène, cette question qui tourne en boucle. Pourquoi tout le monde y arrive sauf moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Et ce n'est pas seulement dans les soirées, c'est lors des déjeuners de famille où tout le monde parle en même temps et où vous ne voulez que du silence. C'est dans les afterworks où les collègues se plaignent des mêmes choses tous les vendredis et où vous pensez « je pourrais être chez moi à lire quelque chose qui compte vraiment ». C'est dans ce groupe WhatsApp qui n'arrête pas de vibrer avec des blagues que vous ne trouvez pas drôles, mais auxquelles vous devez réagir avec un emoji sinon on remarquera votre absence. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Il y a un type, appelons-le Marc. Marc travaille dans le marketing. Tous les vendredis, sans faute, l'équipe va au même bar. Même conversation, même blague, même plainte sur le patron. Et Marc y va. Il y va toujours. Mais dès le jeudi soir, il sent ce poids dans l'estomac, l'appréhension. Il passe tout son vendredi à inventer mentalement des excuses. Je dirais peut-être que j'ai mal au crâne. Je dirais que j'ai un truc de famille. Mais quand l'heure arrive, il n'utilise jamais ses excuses. Il y va. Parce qu'une fois, il y a 3 mois, il n'y est pas allé. Et le lundi suivant, il a senti le froid. Les petites piques. Tiens, Marc est devenu trop important pour nous, hein? Il n'a plus le temps pour les petites gens. Et ça a fait plus mal que 6 heures de conversation forcée dans un bar bruyant. Alors Marc a développé un système. Il y va. Il reste exactement 2 heures. Le temps suffisant pour être vu, pour rire aux blagues, pour ne pas être oublié. Ensuite, il invente un truc, une excuse élaborée, des détails inutiles pour que ça ait l'air vrai. Et il part. Dans le Uber du retour, il ressent un soulagement si intense qu'il en est presque physique. Comme enlever des chaussures trop petites, comme respirer après avoir retenu son souffle. Il arrive chez lui. Silence. Il enlève sa chemise qui pue la friture et la cigarette des autres. Prend une longue douche, met des fringues confortables, se fait un thé, s'assoit sur le canapé. Et enfin, après 8 heures à faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas, il se sent à nouveau lui-même. Mais voici ce qui est brutal. Marc ne célèbre pas ce moment. Il se juge pour ça. Il regarde son appartement vide et pense « Pourquoi je n'arrive pas à être comme eux? Pourquoi je ne recharge pas mon énergie en étant avec des gens? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Il a 32 ans. Il gagne bien sa vie. Il est intelligent, compétent. Mais il porte cette honte secrète. Au fond, il est défectueux.
Il a échoué quelque part dans ce qui fait de lui un être humain. Il devrait aimer être avec des gens. Et le fait qu'il n'aime pas ça signifie que quelque chose en lui est cassé. Vous connaissez Marc. Peut-être êtes-vous Marc, vivant cette double vie. La personne que vous êtes en public, performante, sociable, présente. Et la personne que vous êtes quand vous êtes enfin seul, épuisée, soulagée, entière. Vous vivez dans cet état constant d'épuisement performatif. Sourire quand vous ne voulez pas sourire. Acquiescer quand vous n'êtes pas d'accord. Présent physiquement mais complètement absent mentalement. Et le pire, vous culpabilisez pour ça. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens qui semblent naturellement sociables, qui se rechargent en groupe, qui aiment sincèrement être entourés de monde tout le temps. Et vous pensez, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Voici la vérité que personne ne vous a dite. Vous n'êtes pas défectueux. Vous n'avez pas un problème de socialisation. Vous n'avez pas besoin de thérapie pour apprendre à aimer des choses qui vous épuisent. Ce que vous ressentez, c'est votre psyché qui rejette le faux. C'est votre système interne qui refuse de trahir qui vous êtes pour une approbation extérieure. Mais on vous a appris à interpréter cela comme une pathologie. On vous a appris que si vous n'êtes pas extraverti, connecté, toujours disponible, toujours engagé, c'est vous le problème. Et vous avez internalisé ça si profondément que maintenant, vous vivez en guerre contre votre propre nature. Il y a des millions de personnes en ce moment même qui forcent des sourires dans des conversations vides, qui font semblant que cette discussion sur le week-end les intéresse, qui rient de blagues qu'elles ne trouvent pas drôles, qui disent oui quand chaque cellule de leur corps crie non, et toutes pensent qu'elles sont les seules. Toutes portent cette honte silencieuse de préférer être seules, d'avoir besoin de journées entières sans parler à personne pour se sentir à nouveau entière, de regarder le calendrier et de ressentir un soulagement quand aucun engagement social n'est prévu. Si vous avez ressenti ça maintenant, pas seulement dans votre tête mais dans votre corps, laissez en commentaire « Je me reconnais ». Ce n'est pas juste pour l'engagement. Quand vous écrivez, quand vous déclarez quelque chose, ça change. Vous le sortez du silence et le mettez en lumière. Et des milliers de personnes vont lire votre commentaire et penser « Moi aussi ». C'est ça la communauté que vous avez toujours voulu. Pas superficielle, réelle. Mais ça, c'est juste la surface. Laissez-moi vous montrer d'où vient cette peur. Parce que vous n'êtes pas né avec la honte de la solitude. Ça a été enseigné, soigneusement, de manière répétée, très tôt. Vous avez 7 ans. Récréation. Les autres enfants jouent à la balle aux prisonniers. Crient, courent. Vous êtes assis sous un arbre, à dessiner quelque chose dans la terre avec un bâton. Vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien. En fait, vous êtes mieux que bien. Vous êtes absorbé, complètement présent dans l'instant. Le soleil, qui filtre à travers les feuilles, l'odeur de la terre humide, le son du bâton qui gratte le sol. Vous dessinez un dragon, ou peut-être un château, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous êtes entier, pas fragmenté, pas en représentation, juste être, jusqu'à ce que la maîtresse s'approche. Vous la voyez du coin de l'œil. Cette expression. Vous connaissez déjà cette expression. Inquiétude, pitié, désapprobation. Pourquoi tu ne vas pas jouer avec les autres? Ce n'est pas une question. C'est une accusation déguisée. Son ton est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce que tu fais, vous regardez votre dessin, le dragon à moitié formé dans la terre. Je suis bien ici, dites-vous. Voix basse, presque une excuse. Mais elle insiste. Elle s'accroupit à côté de vous. Elle parle doucement, comme pour partager un secret, mais assez fort pour que les autres enfants entendent. Les enfants doivent jouer avec les autres enfants. Ce n'est pas bon de rester tout seul. Allez, vas-y. Elle tend la main. Vous la regardez, vous regardez votre dessin, puis elle. Et à ce moment-là, vous avez le choix. Vous pouvez résister. Vous pouvez dire « Non merci, je préfère rester ici ». Mais vous avez 7 ans, et c'est la maîtresse. Et vous avez déjà appris que quand les adultes demandent quelque chose, ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Alors vous mettez votre main dans la sienne. Elle vous lève. Elle vous guide vers le groupe. Vous sentez les yeux de tout le monde. 20 pères Dieu. Tous arrêtent de jouer et regardent. Ce silence pesant, malaisant. Il va jouer avec vous, d'accord? Annonce la maîtresse. Ce n'est pas une question pour vous. Ce n'est pas une question pour eux.
C'est une instruction. D'accord, maîtresse, dit quelqu'un. Mais vous voyez leur expression, ils ne veulent pas de vous là. Pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que vous ne faisiez pas partie du jeu. Et maintenant, vous êtes une obligation. La maîtresse s'éloigne. Elle reste assez près pour surveiller. Quelqu'un vous passe le ballon, ce n'est pas agressif, mais ce n'est pas accueillant non plus. C'est mécanique. L'exécution d'un ordre. Vous passez les 20 prochaines minutes à courir après un ballon qui ne vous intéresse pas. Le jeu a des règles que vous n'avez pas apprises. Il a des dynamiques que vous ne comprenez pas. Quelqu'un crie un truc et tout le monde court. Vous courez aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. Toujours un temps de retard. Toujours au mauvais endroit, sentant la sueur couler dans le dos. Cette oppression dans la poitrine. Cette sensation d'être complètement déplacé. D'être en train de trahir quelque chose de fondamental en vous. Quand la cloche sonne, vous êtes le premier à partir. Vous retournez sous l'arbre, mais le dessin a été piétiné, détruit. Et vous n'essayez même pas de le refaire, parce que vous avez appris quelque chose cet après-midi-là. Quelque chose que vous allez porter pendant des décennies. Cet après-midi-là, à 7 ans, vous avez appris vouloir rester seul et mal. C'est quelque chose que les adultes corrigent. C'est un problème qui doit être réparé. Et la partie la plus dangereuse, vous avez appris qu'on ne peut pas faire confiance à ses propres désirs, ses propres instincts, sa propre nature, que vous avez besoin d'une correction externe, que vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Et ça n'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé des centaines de fois sous différentes formes. Chaque fois que vous vouliez lire pendant la pause et qu'on vous disait « va jouer avec les copains », chaque fois que vous préfériez rester dans votre chambre et qu'on vous disait « tu passes trop de temps seul, ce n'est pas sain ». Chaque fois que vous décliniez une invitation et qu'on vous lançait ce regard de pitié, tu dois sortir plus, interagir plus, être plus normal. Chacune de ces interactions a été une goutte de poison, et goutte après goutte, elles ont formé une croyance centrale. Solitude, rejet, rejet, abandon, abandon, mort. Parce que voilà ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. Les enfants dépendent littéralement des adultes pour leur survie. Nourriture, abri, sécurité, tout vient des autres. Donc quand les adultes signalent qu'un comportement est problématique, le cerveau de l'enfant interprète ça comme une menace existentielle. Si je fais X et que les adultes n'aiment pas, alors X peut me conduire à être rejeté. Et le rejet pour un enfant de 7 ans, ce n'est pas un inconfort social. C'est une menace d'anéantissement. Le cerveau ne fait pas la distinction. Il sait juste, c'est dangereux, à éviter à tout prix. Alors vous avez développé un schéma. Chaque fois que vous sentiez l'envie d'être seul, une sirène interne se déclenchait. Danger, rejet, abandon. Et vous avez appris à supprimer cette envie, à forcer la socialisation, à vous fliquer constamment. Vous êtes devenu un expert pour lire la salle, pour ajuster votre comportement en fonction de ce que les autres attendaient, pour ne jamais être vraiment vous, parce qu'être vous était trop risqué. Et ça marche pendant un temps. Ça marche pendant l'enfance quand vous avez vraiment besoin de l'approbation des adultes. Ça marche à l'adolescence quand appartenir au groupe est une question de survie sociale. Mais ensuite vous devenez adulte, et le schéma continue. Vous n'avez plus besoin d'approbation pour survivre, mais votre système nerveux ne le sait pas. Il fonctionne toujours avec le logiciel de quand vous aviez 7 ans sous cet arbre, arraché à ce que vous vouliez faire et forcé de feindre vouloir être ailleurs. Et voici ce qui est brutal. Vous ne vous souvenez pas consciemment de la plupart de ces moments. Vous ne vous souvenez pas de chaque fois qu'on vous a dit d'être plus sociable, de chaque regard de désapprobation quand vous vouliez rester seul, de chaque commentaire suggérant qu'il y avait un truc qui clochait chez vous parce que vous préfériez votre propre compagnie. Mais votre corps s'en souvient, votre système nerveux s'en souvient. Et chaque fois que vous êtes sur le point de choisir la solitude plutôt que la socialisation, cette alarme se déclenche. Et vous obéissez encore. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit oui à un truc que vous ne vouliez pas faire simplement parce que vous aviez peur de ce qu'ils allaient penser si vous disiez non? Combien de fois avez-vous inventé des excuses bidons alors que la vérité était simplement « je ne veux pas venir, je veux rester chez moi seul ». Vous avez 35 ans et vous avez encore peur d'admettre que vous préférez votre propre compagnie. Parce que cet après-midi-là, quand vous aviez 7 ans, vous avez appris que c'était inacceptable. Et vous ne l'avez jamais désappris. Maintenant que vous comprenez d'où ça vient, je dois vous montrer pourquoi on vous a fait ça. Parce que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste des adultes mal intentionnés ou des maîtresses inquiètes. C'est quelque chose de bien plus grand, bien plus systémique,
bien plus sinistre. Mais avant d'y arriver, respirez un grand coup. Avant de continuer, je dois vous dire une chose. Cet enfant sous l'arbre, cet enfant qui voulait juste dessiner dans la terre en paix, il n'avait pas tort, il n'était pas à problème, il n'avait pas besoin d'être réparé. Il faisait exactement ce que son âme demandait à ce moment-là, être avec lui-même. Et quand la maîtresse l'a arraché de là, quand on vous a dit que c'était mal, quand on vous a appris que la solitude était une punition, ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. C'était parce que des adultes blessés projettent leur propre peur. C'était parce qu'une société qui valorise la productivité et la conformité ne sait pas gérer les enfants qui n'ont pas besoin de divertissement externe constant. Vous avez internalisé la honte d'être qui vous êtes. Vous avez passé des décennies à vous forcer à être quelqu'un d'autre. Des décennies. Et ce n'était pas votre faute. Vous aviez 7 ans. Vous n'aviez pas les outils pour comprendre que le problème n'était pas en vous, mais dans le monde qui vous disait d'être plus petit. Alors si vous avez passé votre vie entière à penser que votre besoin de solitude était un défaut, sachez-le, vous n'êtes pas cassé. Vous ne l'avez jamais été. On vous a juste appris à interpréter votre force comme une faiblesse. Si vous avez compris d'où ça venait, si vous avez reconnu le schéma, laissez cette affirmation en commentaire. Je vois maintenant. Parce que voir est la première étape. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Et vous venez de voir. Et maintenant que vous comprenez l'origine, je dois vous dire pourquoi ils vous ont fait ça. Et ça va tout changer. Les gens ordinaires ont besoin d'un public pour sentir qu'ils existent. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas un jugement. C'est une observation clinique de la façon dont la majorité des êtres humains construisent leur sens de l'identité. Ils ont externalisé la validation de leur propre existence. Sans témoins extérieurs, ils entrent en crise d'identité. Leur ego est construit à travers le reflet dans les yeux des autres. Je suis qui les autres disent que je suis. Et voici pourquoi. Depuis l'enfance, on leur a appris, et à vous aussi, à chercher la validation externe. Chaque fois qu'un enfant faisait quelque chose et que l'adulte applaudissait, le cerveau libérait de la dopamine, comportement validé de l'extérieur. Chaque fois qu'il ne recevait pas d'attention, il ressentait un vide, comportement ignoré de l'extérieur. Répétez ça pendant 18 ans et vous créez un être humain complètement dépendant de l'approbation d'autrui pour sentir qu'il a de la valeur. Pensez à cette personne qui prend 47 photos pour en avoir une qu'elle va poster. Elle ne capture pas un moment, elle construit un récit pour une consommation externe. Si personne ne like, la journée n'a pas eu lieu. Si personne ne commente, l'expérience n'était pas réelle. Elle dépend de la validation d'inconnus sur Internet pour confirmer que sa vie a de la valeur. Sans ça, elle s'effondre existentiellement. Et ce n'est pas sa pathologie à elle. C'est le résultat attendu de 18 ans de conditionnement à chercher la validation externe comme source primaire du soi. Maintenant, comparez ça avec quelqu'un qui est à l'aise seul. Quelqu'un qui peut passer un week-end entier sans parler à personne et en sortir revigoré. Cette personne n'a pas besoin de témoins, pas besoin de likes, pas besoin d'approbation pour confirmer qu'elle existe, qu'elle a de la valeur, que ses expériences sont réelles. Cette personne a trouvé quelque chose que la majorité ne trouvera jamais, la validation interne. Et ça met tout le monde mal à l'aise autour, parce que son existence expose leur dépendance. Quand vous n'avez pas besoin de public pour exister, quand vous pouvez être bien avec vous-même, quand vous préférez sincèrement votre propre compagnie, vous devenez un miroir qui reflète l'insécurité de tous ceux qui n'y arrivent pas. Et personne n'aime être confronté à sa propre dépendance. Alors ils attaquent, pas violemment, subtilement. Vous avez déjà remarqué comment les gens réagissent quand vous dites que vous avez passé le week-end seul. Ce regard de pitié, ce « Ah, tu n'avais rien à faire ?» comme si la seule raison possible pour être seul était le manque d'options. Comme s'il était impensable que quelqu'un choisisse ça. Parce que pour eux, c'est impensable. Ils ne peuvent pas être seuls sans paniquer. Alors ils projettent cette incapacité sur vous et appellent ça de la sollicitude. Ou quand vous déclinez des invitations et qu'on vous sort « Mais tu as besoin de sortir plus, d'interagir plus. » Traduction. Je ne peux pas être seul, donc tu ne devrais pas y arriver non plus. Ta capacité à faire ce que je ne peux pas faire me dérange. Rentre dans le rang là où tu ne me rappelleras plus ma propre prison. Et ce n'est pas conscient. Personne ne se réveille en se disant « Je vais attaquer des gens autosuffisants aujourd'hui. » C'est inconscient. C'est une projection automatique. C'est l'inconfort de voir quelqu'un de libre quand on est soi-même en cage. Mais il y a quelque chose de plus profond ici.
quelque chose que Jung avait compris et que la plupart des gens passent leur vie entière sans découvrir. Comme solitude que vous ressentez n'est pas de la solitude. C'est le processus d'individuation qui essaie de se produire. Jung a décrit l'individuation comme le processus de devenir qui vous êtes vraiment, séparé des attentes collectives, et ça exige de l'isolement. Ça exige que vous passiez du temps loin du bruit, loin des projections, loin des masques sociaux, pour découvrir ce qui reste quand on enlève tout ça. L'angoisse que vous ressentez dans la solitude n'est pas la peur d'être seul. C'est la peur de trouver quelque chose en vous que la société vous a dit d'enterrer. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche en pratique. Imaginez que vous êtes un oignon. Ce n'est pas la métaphore la plus poétique, mais elle est précise. Depuis que vous êtes né, on vous a appris à ajouter des couches. Des couches de qui votre famille voulait que vous soyez. Des couches de ce que vos profs attendaient. Des couches de ce que vos amis approuvaient. Des couches de ce que vos chefs valorisaient. Des couches de ce que la société récompensait. Et chaque couche vous éloigne un peu plus du noyau, de ce que vous êtes réellement avant tout ces tu devrais être. La plupart des gens passent leur vie entière à ajouter des couches. Elles deviennent si épaisses, si nombreuses, qu'éventuellement la personne oublie qu'il y a quelque chose en dessous. Elle regarde dans le miroir et ne voit que les couches. Elle pense que c'est elle, le cadre sup, le père de famille, l'épouse parfaite, l'ami toujours disponible. Et quand vous demandez « Mais qui es-tu sans tout ça ?» ils paniquent, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais regardé, parce que regarder signifierait enlever les couches, et enlever les couches, ça fait mal. L'individuation, c'est le processus d'éplucher l'oignon, d'enlever couche par couche jusqu'à arriver au noyau. Et à chaque couche que vous enlevez, vous affrontez de la résistance, interne et externe. Interne parce que vous vous êtes identifié à ces couches, vous croyez qu'elles sont vous. Donc les enlever ressemble à de l'autodestruction. Externe parce que les gens autour de vous connaissent à travers ces couches. Ils ont des attentes, des investissements. Quand vous commencez à changer, quand vous arrêtez d'être qui ils attendaient, ils attaquent. Subtilement. Tu as changé. Tu n'es plus toi-même. Traduction. Tu n'es plus qui je veux que tu sois. Et ce processus d'épluchage ne se fait pas en public. Il ne peut pas se faire en public. Parce qu'en public, vous devez porter les couches. Vous devez performer. Vous devez être qui les autres attendent. Le processus se produit dans la solitude, quand vous êtes seul, sans témoin, sans jugement, sans attente. C'est seulement dans la solitude que vous pouvez enlever les masques, tous, et enfin, voir ce qu'il reste en dessous. Et voici ce qui est terrifiant. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Vous avez passé des décennies à construire ces couches. Des décennies. Et maintenant, vous allez les enlever? Et s'il ne restait rien? Et si vous découvriez que vous êtes vide? Et si vous découvriez qu'il n'y a pas de moi réel, juste une collection de comportements appris? C'est ça la peur, c'est la véritable terreur de la solitude. Pas d'être seul, mais d'affronter la possibilité que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que voici ce qui se passe quand vous êtes vraiment seul, sans distraction, sans validation externe, sans personne pour qui jouer un rôle. Vous rencontrez votre ombre. Jung appelait ombre tout ce que vous avez réprimé, tout ce que vous avez appris à cacher, tout ce que la société a dit qui n'était pas acceptable. Et confronter son ombre est terrifiant. C'est voir ses failles, ses peurs, ses parties laides, sans filtre, sans excuses, sans personne à blâmer. La plupart des gens fuient ça. Ils remplissent chaque seconde de silence avec du bruit. Musique, podcast, conversation, série, n'importe quoi, pour ne pas avoir à se retrouver seuls avec leurs propres pensées. Parce que dans le silence, l'ombre émerge. Et ils n'ont pas les outils pour gérer ça. Alors ils fuient. Et ils appellent cette fuite vie sociale. Mais vous qui ressentez de l'inconfort dans les groupes, vous qui avez besoin de jours entiers seuls pour vous sentir à nouveau entier, vous êtes au milieu du processus d'individuation. Vous confrontez votre ombre. Et ça fait mal. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a quelque chose que la majorité n'aura jamais, l'authenticité, la connaissance réelle de qui vous êtes, la liberté de vivre selon votre propre système de valeurs et non selon ce qu'on vous a dit de valoriser. Combien de fois avez-vous évité d'être seul parce que vous saviez que des pensées inconfortables allaient remonter à la surface? Cette impulsion d'allumer la télé, de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, ce n'est pas un désir de connexion.
C'est une fuite de la confrontation interne. C'est la peur de regarder à l'intérieur et de voir ce qu'il y a. Mais chaque fois que vous fuyez, vous avortez le processus. Chaque fois que vous remplissez le silence avec du bruit, vous interrompez l'individuation. Jung disait « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes ou à avoir certains points de vue que les autres jugent inadmissibles. Vous n'avez pas peur d'être seul. Vous avez peur de ce que vous allez découvrir quand vous le serez enfin. Peur de découvrir que vous pensez différemment, que vous valorisez des choses différentes, que ce qu'on vous a dit de vouloir n'est pas ce que vous voulez vraiment. Et ça change tout. Vous êtes dans un café, seul, avec un livre, ou en train de bosser sur votre ordi. Peu importe. Vous êtes bien. Il y a quelque chose de presque méditatif dans ce moment. Le bruit ambiant de la machine à café, le bourdonnement sourd des conversations distantes, la musique douce en fond. Tout existe mais n'envahit pas. Vous êtes dans une bulle, présent, concentré, entier, jusqu'à ce que vous remarquiez la table d'à côté. 3 personnes, des amis apparemment. La vingtaine, ils sont venus ensemble, ont commandé des cafés, se sont assis, et puis tous ont sorti leur téléphone. Personne ne parle. Les 3 scrollent, doigts qui glissent sur les écrans, expression vide. De temps en temps, l'un montre un truc à l'autre, un rire rapide, mécanique, puis retour à l'écran. 15 minutes comme ça, 20, une demi-heure. Vous essayez de ne pas juger, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer, ils ne se sont pas regardés, il n'y a pas eu de conversation réelle, pas de connexion, et vous réalisez, ils ne sont pas ensemble. Pas vraiment. Ils sont physiquement dans le même espace à faire exactement ce qu'ils feraient seuls chez eux, mais ils appellent ça « sortir avec des potes ». Parce que être ensemble, ça compte. Même s'il n'y a pas de présence, même s'il n'y a pas d'intimité, même si ce ne sont que 3 solitudes parallèles partageant une table. Et puis l'un d'eux, celui qui vous tourne le dos, lève son téléphone. Angle parfait. Il cadre les 3. Sourire forcé pendant 2 secondes. Clic, retour aux écrans. Vous voyez la fille vérifier la photo. Éditer, filtrer, poster. Légende. Journée incroyable avec la team. 3 cœurs émojis. Et vous regardez votre café, votre livre, votre table individuelle, l'espace vide autour de vous. Et puis vous regardez à nouveau vers eux, vers cette performance de connexion, cette illusion d'être ensemble. Et quelque chose change. Cette inversion qui se produit en un instant. Qui est le solitaire ici? Vous qui avez choisi d'être seul, qui êtes sincèrement présent avec vous-même, qui vivez ce moment sans avoir besoin de le documenter. Ou eux qui ne supportent pas 5 minutes de silence sans distraction, qui ont besoin de témoins virtuels pour valider qu'ils existent, qui ne peuvent pas être en présence l'un de l'autre sans médiation numérique. Et pour la première fois peut-être de votre vie, cette voix qui a toujours chuchoté « c'est toi le problème » se tait, et une autre voix, plus profonde, plus vraie, émerge. Peut-être que le problème n'a jamais été moi, peut-être que je ne suis pas le défectueux, parce que je valorise la présence plutôt que la performance, parce que je préfère la solitude consciente à la compagnie vide, parce que je choisis le silence authentique au bruit qui ne dit rien. Et ce n'était pas vous. Le problème n'a jamais été que vous préfériez la solitude. Le problème, c'est que la société a construit un système entier dépendant de votre insécurité, et les gens autosuffisants cassent ce système. La société vous a appris à avoir peur de la solitude parce que les gens qui n'ont pas besoin d'approbation externe ne peuvent pas être contrôlés. Pensez-y. Tout système de contrôle, médias, marketing, politique, même les relations sociales, dépend de votre insécurité. Si vous avez besoin de validation, on vous vend des produits. Achète ça et tu seras accepté. Utilise ça et tu feras partie du groupe. Consomme ça et tu seras enfin aimé. Des milliards de dollars dépendent de votre croyance que votre valeur vient de l'extérieur, que vous avez besoin de choses externes pour être complet. Laissez-moi vous montrer comment ça marche concrètement. Vous ouvrez Instagram. Première chose que vous voyez, quelqu'un sur une plage parfaite, corps parfait, vie parfaite. Et immédiatement vous le sentez, cette contraction dans la poitrine, cette voix « tu n'es pas assez, ta vie n'est pas assez, tu es à la traîne ». Et avant même que vous ne traitiez ce sentiment consciemment, l'algorithme vous a déjà montré une pub, cette formation qui va changer votre vie, ce produit qui va vous rendre heureux,
Cette expérience qui va vous compléter, et vous cliquez, parce que la douleur de l'inadéquation doit être soignée, et la consommation est le médicament que la société vous a appris à utiliser. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. L'inadéquation est intentionnelle. Elle a été cultivée. Elle a été plantée. Parce que les gens qui se sentent complets ne consomment pas compulsivement. Les gens qui sont bien avec eux-mêmes n'ont pas besoin de validation externe. Pas besoin du prochain téléphone, de la prochaine voiture, de la prochaine fringue, de la prochaine conquête. Ils ont déjà ce dont ils ont besoin, eux-mêmes. Alors depuis l'enfance, on vous apprend à externaliser la validation. Chaque fois que vous faisiez quelque chose en attendant l'approbation des adultes, chaque fois que votre valeur était mesurée par des notes, des prix, une reconnaissance externe, chaque fois qu'on vous disait qu'il fallait réussir pour être aimé, chacun de ces messages a construit la fondation. Vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes. Vous avez besoin de quelque chose d'externe pour avoir de la valeur. Et ça s'amplifie à l'adolescence. Soudain, votre valeur est mesurée par la popularité, par les likes, par les commentaires, par combien de personnes vous désirent. Vous apprenez qu'exister sans témoin, c'est ne pas exister, que les expériences non documentées n'ont pas eu lieu, que vous êtes la somme des perceptions des autres sur vous. Et là, vous êtes piégé, complètement dépendant de la validation externe pour sentir que vous avez de la valeur, que vous comptez, que vous existez. Et cette dépendance vous rend parfait pour l'exploitation, parce que maintenant vous allez faire n'importe quoi pour maintenir le flux de validation. Vous allez bosser dans des jobs qui vous exploitent, parce que le titre vous donne un statut. Vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin parce qu'elles vous donnent l'air d'avoir réussi. Vous allez maintenir des relations toxiques parce qu'être seul confirme votre pire peur, que vous n'avez pas de valeur inhérente, que vous ne valez que tant que quelqu'un veut de vous. Et le système dépend de ça, absolument. Si demain tout le monde se réveillait en découvrant qu'il n'a pas besoin d'approbation externe, le système économique entier s'effondrerait. La pub arrêterait de marcher, les réseaux sociaux perdraient leurs utilisateurs, le consumérisme s'écroulerait, parce que tout ça dépend de votre croyance que vous êtes incomplet, que vous avez besoin de plus, que vous n'êtes pas assez tel quel. Si vous avez besoin d'appartenance, on vous vend des idéologies. Rejoins ce groupe. Suis cette cause. Crois en ça. Ne questionne pas. Ne réfléchis pas. Contente-toi d'appartenir. Parce que les gens qui ont besoin d'appartenance vont accepter n'importe quel récit tant qu'il vient avec l'acceptation du groupe. Ils vont renoncer à leur esprit critique, renoncer à leurs valeurs personnelles, renoncer à leur authenticité, tout ça pour ne pas être exclu de la tribu. Si vous avez besoin d'attention, on vous vend des addictions numériques. Scroll infini, like, commentaires, notifications. Chacun est un shoot de dopamine. Chacun vous dit « tu existes, tu comptes, tu es vu » et vous restez accroché. Parce que sans attention externe, vous entrez en sevrage. Vous devenez l'otage d'algorithmes conçus pour exploiter votre besoin de validation. Mais quelqu'un qui est bien tout seul, qui n'a pas besoin de validation, qui n'a pas besoin d'appartenance, qui n'a pas besoin d'attention, cette personne est immunisée. Elle n'achète pas ce dont elle n'a pas besoin, ne croit pas ce qu'elle n'examine pas, ne suit pas ce qui ne résonne pas. Elle est le cauchemar de tout système qui profite de l'insécurité collective. Pourquoi croyez-vous que les ermites, les moines, les philosophes solitaires ont toujours été vus comme une menace? Socrate a été exécuté, le Christ a été crucifié, Bouddha a été ridiculisé, pas parce qu'ils étaient violents, parce qu'ils étaient libres. Et la vraie liberté expose la prison de tous les autres. Votre capacité à être bien seul révèle que des millions de personnes sont en couple par désespoir, dans des jobs par peur, dans des groupes par lâcheté. Votre existence sans public est le miroir que personne ne veut regarder. Et voici la partie dont personne ne parle. Ils n'ont pas peur que vous soyez solitaire. Ils ont peur que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'eux. Parce qu'alors vous allez réaliser qu'ils ont besoin de vous bien plus que vous n'avez besoin d'eux, et ça inverse la dynamique de pouvoir. Soudain, vous n'êtes plus le bizarre. Vous êtes le libre. Et eux sont les prisonniers qui déguisent leurs chaînes en liens sociaux. La vraie pathologie n'est pas de préférer la solitude, c'est de ne pas supporter 5 minutes de sa propre compagnie sans entrer en crise existentielle. C'est d'avoir besoin de bruit constant pour ne pas entendre ses propres pensées. C'est dépendre d'autres personnes pour confirmer que vous existez.
C'est ça la pathologie. Mais on vous a appris l'inverse, on vous a appris que l'autosuffisance est un problème, que l'indépendance émotionnelle est de la froideur, que préférer la qualité à la quantité dans les relations, c'est être asocial, appuyez sur « j'aime » maintenant si vous avez compris qu'on vous a vendu un mensonge. Cette vidéo doit atteindre tous ceux qui pensent encore que le problème vient d'eux. L'algorithme ne la montrera à plus de gens que si vous agissez. Vous avez le pouvoir de libérer quelqu'un aujourd'hui, mais seulement si vous appuyez sur ce bouton. Et voici ce qui se passe quand vous comprenez enfin ça, quand vous arrêtez d'avoir peur de la solitude, quand vous embrassez le processus d'individuation, quand vous cessez de chercher la validation externe et trouvez la validation interne. Vous ne devenez pas isolé, vous devenez sélectif. La différence est brutale. L'isolement est réactif. C'est une fuite. C'est couper les ponts avec tout le monde parce que vous êtes blessé. La sélectivité est active. C'est un choix. C'est décider consciemment qui ajoute de la vraie valeur à votre vie et qui ne fait que drainer votre énergie. Quand vous n'avez pas besoin de connexion pour remplir un vide, vous choisissez les gens parce qu'ils ajoutent quelque chose de sincère, pas parce qu'ils bouchent le silence. Remarquez, avec qui avez-vous eu les conversations les plus profondes? Avec des gens également à l'aise dans leur propre solitude, parce que vous n'étiez pas là pour pomper l'énergie de l'autre, vous n'étiez pas là par besoin, vous étiez là parce que vous aviez sincèrement choisi d'y être. Ça change tout. Amitié, amour, partenariat. Quand ils viennent d'un choix conscient et non d'une dépendance déguisée, ils sont réels. Ils durent, ils nourrissent au lieu de drainer. Mais les relations qui viennent de la dépendance sont transactionnelles. Je te donne de l'attention, tu me donnes de la validation. Je te donne de la compagnie, tu me confirmes que j'existe. C'est un échange de besoins. Ce n'est pas une connexion. C'est de la codépendance avec un joli nom. Et quand vous arrêtez de fonctionner comme ça, quand vous arrêtez d'avoir besoin, vous pouvez enfin voir les gens comme ils sont. Pas comme des fournisseurs de validation, pas comme des bouches-trous, comme ils sont vraiment. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Vous découvrez que la majorité de vos relations étaient superficielles, que vous étiez entouré de monde mais profondément seul, parce que personne ne vous connaissait vraiment. Comment aurait-il pu, si vous étiez en représentation tout le temps, si vous portiez un masque, si vous étiez celui que vous pensiez devoir être pour être accepté, quand vous embrassez la solitude, quand vous passez du temps réel avec vous-même, quand vous confrontez votre ombre, vous découvrez enfin qui vous êtes sans filtre. Et là, vous pouvez le montrer. Vous pouvez apparaître authentique. Et les bonnes personnes vont se connecter avec le vrai vous, pas avec la version éditée, avec le vrai vous. Et les mauvaises personnes partiront. Et c'est très bien comme ça, parce que vous n'avez pas besoin d'elles. Regardez ce que ça change en pratique. Vous êtes à un événement. Avant, vous seriez resté là, épuisé, à faire semblant jusqu'à la fin par peur du jugement. Maintenant, vous partez quand vous voulez partir, sans excuses alambiquées, sans culpabilité. Vous partez, simplement. Et si quelqu'un demande, vous dites la vérité. J'ai eu mon quota d'interactions sociales pour aujourd'hui. Je rentre recharger les batteries. Et ce n'est pas impoli, c'est honnête. Et les gens matures respectent ça. Laissez-moi vous raconter à quoi ça ressemble de l'autre côté. Il y a une femme, appelons-la Anne. Anne a 38 ans. Pendant 3 décennies, elle a vécu comme je vous l'ai décrit, forçant la socialisation, acceptant les invitations, faisant semblant, s'épuisant, répétant la boucle. Elle pensait que le problème venait d'elle, jusqu'à ce que quelque chose change. C'était à un anniversaire, la fête d'une collègue. Anne y est allée parce qu'elle y allait toujours. Elle est arrivée, a fait le circuit social, a salué tout le monde, a discuté, a ri aux blagues. 2 heures plus tard, elle a senti cet exhaustion familière, ce poids, ce désir urgent d'être n'importe où sauf là. Mais au lieu de rester 3 heures de plus à faire semblant au lieu d'inventer une excuse bidon, Anne a fait un truc qu'elle n'avait jamais fait. Elle a décidé de simplement partir et d'être honnête à ce sujet. Elle s'est approchée de celle dont c'était l'anniversaire. Elle a été directe. « Écoute, je vais y aller. Je suis crevée. J'ai besoin de me poser. Merci pour l'invitation. » L'amie a été surprise, mais Anne n'a pas attendu d'approbation, n'a pas demandé la permission, ne s'est pas justifiée plus que nécessaire. Elle a juste fait un signe à quelques personnes et est sortie. Dans la voiture, en attendant son Uber, elle a senti quelque chose de bizarre. Pas de culpabilité, pas de honte, du soulagement. Et autre chose,
du pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir d'honorer ses besoins, le pouvoir de ne pas se trahir elle-même. Le lundi au boulot, elle s'attendait à des remarques, ce reproche voilé. Tu es parti tôt de la soirée, mais ça n'est pas venu. Ou si c'est venu, elle s'en fichait, parce que quelque chose avait fondamentalement changé. Elle avait découvert que le pire scénario qu'elle avait toujours craint, quelqu'un remarquant et jugeant son départ, n'était pas si terrible que ça. Fait, ce n'était pas terrible du tout. C'était juste inconfortable pendant 30 secondes. Et de l'autre côté de ces 30 secondes, il y avait la liberté. Anne a commencé à appliquer ça dans d'autres domaines. Les déjeuners de famille qui duraient 6 heures. Elle restait 3 heures et partait. Les afterworks qui s'étiraient jusqu'à minuit, elle partait à 21 heures. Les réunions sociales qui drainaient toute son énergie, elle apparaissait le temps suffisant pour marquer sa présence et se retirait. Et un truc intéressant est arrivé. Le monde ne s'est pas écroulé. Les gens ne l'ont pas rejeté. Certains ont fait des commentaires. Certains ont fait des petites blagues. Mais les gens qui importaient, ceux qui la connaissaient et la valorisaient vraiment, ont respecté. Et ceux qui n'ont pas respecté se sont éloignés. Et elle a réalisé que c'était une bonne chose, qu'elle n'avait pas besoin de ces gens dans sa vie. Vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un poster sa vie parfaite. Avant, vous sentiez l'inadéquation, la comparaison, l'envie. Maintenant, vous voyez juste de la performance. Vous ne jugez pas, vous comprenez, mais vous ne participez pas. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre valeur ne dépend pas des likes. Votre vie n'a pas besoin de témoins pour être réelle. Quelqu'un vous invite à un truc. Avant, vous y alliez même à reculons parce que vous aviez peur d'être exclu des prochaines invitations. Maintenant, vous évaluez. Est-ce que ça ajoute quelque chose à ma vie? Est-ce que j'ai sincèrement envie d'y être? Si oui, vous y allez. Sinon, vous déclinez. Sans drame, sans culpabilité. Et les bonnes invitations continuent d'arriver, parce que les bonnes personnes comprennent, samedi soir. Vous êtes chez vous, seul. Mais il n'y a plus cette oppression, cette voix qui dit que vous devriez être en train de faire autre chose. Vous faites du café. Pas ce café rapide fait à la va-vite. Vous moulez les grains, sentez l'arôme, chauffez l'eau à la bonne température, versez doucement, regardez le café passer à travers le filtre. C'est un rituel, c'est de la présence, c'est de la méditation déguisée en boisson. Vous mettez un disque, un vinyle, celui que vous avez acheté il y a des mois mais n'avez jamais eu le temps d'écouter vraiment. Pas en fond pendant que vous faites autre chose, mais écoutez, s'asseoir et écouter. Personne de votre entourage n'aimerait cette musique. Elle est bizarre, expérimentale, hors du mainstream, et ça ne vous dérange plus. En fait, vous aimez ça. Vous aimez avoir des goûts qui ne sont qu'à vous, qui n'ont pas besoin de validation, qui n'ont pas besoin d'être partagés pour être réels. Vous prenez ce livre, celui qui traîne sur la table basse depuis des semaines. Vous avez essayé de le lire plusieurs fois, mais il y avait toujours une interruption. Téléphone, notification, message. Maintenant, le téléphone est en mode avion. Pas parce que vous attendez un truc important et ne voulez pas être distrait, mais parce que vous n'attendez rien, vous êtes ici, maintenant, et c'est suffisant. Vous lisez. Au début, il y a encore cette agitation, cette impulsion de vérifier le téléphone, de voir si quelqu'un a envoyé un message, de scroller un truc, n'importe quoi. Mais vous résistez, et l'agitation passe, et vous plongez dans l'histoire, dans les idées, dans le monde que l'auteur construit avec des mots, et quelque chose de magique se produit, vous vous oubliez. Pas dans le sens de fuite, mais dans le sens d'être tellement présent, tellement absorbé, qu'il n'y a pas d'ego en représentation. Il n'y a que l'expérience. 2 heures passent, peut-être 3. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous n'avez pas checké le téléphone, pas pensé à personne, pas inquiété de rien. Vous étiez juste là, présent, entier. Cet état que vous passez votre vie à chercher dans les distractions, dans les gens, dans les expériences, il était là tout le temps, dans la quiétude, dans la solitude, en vous. Vous vous levez pour prendre de l'eau, les jambes un peu engourdies d'être resté dans la même position. Vous vous étirez, marchez jusqu'à la cuisine, remplissez le verre, buvez, doucement, et puis vous regardez par la fenêtre. Dehors, la ville, les immeubles éclairés, les fenêtres allumées, les gens dans leur vie. Vous imaginez ce qu'ils font. Certains en soirée probablement, d'autres à des dîners, certains en train de scroller des écrans,
d'autres regardant un truc qu'ils ne regardent pas vraiment, et vous ne ressentez pas de pitié, pas de supériorité, mais aussi, pour la première fois, vous ne ressentez pas d'envie. Vous ne sentez pas que vous manquez quelque chose. Vous ne sentez pas cette urgence d'être dehors à faire quelque chose, n'importe quoi, parce que vous comprenez maintenant. Vous comprenez vraiment, pas juste intellectuellement, mais viscéralement. Ça, cette paix, cette capacité d'être bien avec soi-même, cette plénitude qui ne dépend de rien d'extérieur, c'est ce qu'ils passent leur vie entière à chercher chez d'autres personnes, dans les relations, dans le statut, dans les conquêtes, dans la validation, dans l'attention, dans n'importe quoi qui promette de remplir le vide. Mais le vide n'existe que parce qu'ils n'ont jamais regardé à l'intérieur, ne se sont jamais donné la chance d'être vraiment seuls, ont toujours fui, toujours rempli le silence avec du bruit, toujours évité la confrontation avec eux-mêmes. Et vous l'avez déjà, vous l'avez toujours eu. Il fallait juste arrêter de croire que c'était une maladie, arrêter d'interpréter votre besoin de solitude comme un défaut, arrêtez de trahir votre nature pour l'approbation de gens qui ne savent même pas qui vous êtes vraiment. Vous avez déjà la seule chose qui compte, vous-même. Vous développez une nouvelle relation avec le silence. Avant, le silence était inconfortable, quelque chose à remplir. Maintenant, c'est un sanctuaire. C'est là que vous traitez les choses, c'est là que vous pensez, c'est là que vous vous reconnectez avec vous-même, vous protégez votre silence. Vous défendez vos heures seules, parce que vous savez que sans elles, vous perdez le contact avec qui vous êtes. Et les gens le remarquent. Ils disent « Tu es différent, plus calme, plus centré, plus présent quand tu es là. » Et c'est vrai, parce que vous n'êtes plus divisé, vous n'êtes plus en représentation, vous n'êtes plus en train de vous trahir pour l'approbation d'autrui. Vous êtes entier. Et l'intégrité, ce mot vient de « entier », se ressent de l'extérieur. Mais voici ce à quoi personne ne vous prépare. Certaines personnes vont partir. Des amitiés que vous pensiez solides vont se dissoudre. Parce qu'elles étaient basées sur votre disponibilité émotionnelle constante, sur votre disposition à être une thérapie gratuite, sur votre incapacité à dire non. Quand vous changez, quand vous mettez des limites, quand vous arrêtez d'être disponible 24/7, certaines personnes s'en vont, et ça va faire mal. Il y a un type, appelons-le Pierre. Pierre avait un groupe de potes de fac, 15 ans d'amitié. Ils se parlaient tous les jours, un groupe WhatsApp qui ne s'arrêtait jamais. Des rencontres régulières. Pierre était le gars toujours dispo, répondait toujours, était toujours là quand quelqu'un avait besoin. Il croyait que c'était ça l'amitié, jusqu'à ce qu'il commence à changer. D'abord, il a arrêté de répondre immédiatement. Il posait son téléphone, mettait des heures, parfois une journée pour répondre. Pas par jeu de pouvoir, mais parce qu'il faisait autre chose. Lisait, pensait, était avec lui-même, et il y avait déjà des commentaires. Pierre est super occupé maintenant, hein? Il se la raconte. Il a ignoré. Ensuite, il a commencé à refuser des invitations. Pas toutes, mais celles où il ne voulait pas vraiment aller. Le vendredi soir au bar habituel, je ne pourrai pas cette fois. Le barbecue du dimanche. Je passe mon tour. Le match du mercredi. Je reste chez moi. Et les commentaires sont devenus plus directs. Tu as changé, mec. Tu n'es plus le même. Et Pierre a réalisé, ils avaient raison. Il avait changé. Mais pas comme il le pensait. Il n'était pas devenu arrogant ou supérieur. Il était devenu authentique. Et l'authenticité est toujours interprétée comme un rejet par les gens qui se sont habitués à votre masque. Le point de rupture est venu lors d'un anniversaire. Un des gars du groupe, Pierre y est allé parce que c'était son anniv. Mais il est parti tôt. 2 heures et il s'en allait. Honnête, direct. Allez, salut les gars, j'y vais. Mais ils ont insisté. Reste encore un peu. La soirée commence à peine. Et Pierre, chose qu'il n'aurait jamais faite avant, a dit non. Simplement, non. Je rentre chez moi, je veux être seul. Et le silence qui a suivi était lourd, gênant, comme s'il avait dit une insulte. La semaine suivante, le groupe était plus froid, moins de messages, moins d'invitations. Et Pierre a réalisé, l'amitié était conditionnelle à sa disponibilité, à sa disposition à toujours dire oui, à toujours être là, à toujours jouer le rôle qu'ils attendaient. Quand il a arrêté de jouer, quand il a posé des limites, quand il s'est choisi lui-même, ils ont interprété ça comme un rejet. Et dans un sens, c'en était un. Ils rejetaient la version de lui dont ils avaient besoin.
Mais en faisant ça, il acceptait la version de lui qui était réelle. 3 mois plus tard, le groupe ne lui parlait quasiment plus. Et ça a fait mal. 15 ans. 15 ans d'histoire, de souvenirs, de moments partagés. Et tout s'est effondré parce qu'il a arrêté de se trahir. Il a passé des semaines à se questionner. Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'aurais dû continuer à faire semblant? Est-ce que ça valait le coup? Et puis, il a réalisé quelque chose. Il ne lui manquait pas. L'idée d'eux lui manquait. La sécurité d'avoir un groupe, la validation d'appartenir. Mais les individus, les conversations, les interactions, ça ne lui manquait pas, parce que ça n'avait jamais été réel. C'était transactionnel, c'était superficiel. C'était basé sur qui il feignait d'être, pas sur qui il était. Mais laissez-moi vous dire un truc. Si leur présence dépendait de votre absence de limite, alors ce n'était pas de l'amitié. C'était de l'exploitation déguisée. Et vous n'avez rien perdu de réel. Vous avez juste arrêté de payer le prix de relations transactionnelles. Et dans l'espace qui reste quand ces gens partent, quelque chose de nouveau entre. Des gens qui respectent vos limites, qui valorisent votre authenticité, qui n'ont pas besoin de vous, mais vous choisissent. Et ces connexions sont différentes, elles sont plus rares, plus profondes, plus réelles. Vous troquez la quantité pour la qualité, et vous ne revenez jamais en arrière. Vous développez aussi un radar à superficialité. Vous entrez dans une pièce et vous le sentez. Vous sentez quand une conversation ne va nulle part. Vous sentez quand quelqu'un parle pour ne rien dire. Vous sentez quand la connexion est impossible, parce que l'autre personne opère en mode performatif. Et vous ne forcez pas. Vous vous retirez juste, poliment, mais fermement. Votre temps est trop précieux pour être gaspillé dans des interactions vides. Et voici quelque chose que Jung disait, mais que la plupart des gens ne comprennent pas. Plus vous intégrez votre ombre, plus vous devenez à l'aise avec toutes les parties de vous-même, plus vous pouvez être présent avec les autres, parce que vous n'êtes plus dans la projection. Vous ne cherchez plus chez les gens ce qui manque en vous. Vous êtes complet. Et c'est de la complétude que naissent les meilleures relations. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de voir ça. Vous savez qui c'est. Cette personne qui est toujours occupée, toujours connectée, toujours en train de faire un truc, mais quand vous la regardez dans les yeux, vous voyez le vide. Envoyez-lui. C'est peut-être le coup de pouce dont elle a besoin. Et il y a une dernière chose, celle qui change tout. Quand vous n'avez plus peur de la solitude, quand vous êtes bien seul, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de tolérer le manque de respect, parce que vous avez toujours une option. Vous pouvez toujours partir, retourner à votre silence, retourner à votre paix. Et ça vous donne un pouvoir que les personnes dépendantes n'auront jamais. Quelqu'un vous traite mal? Vous n'avez pas besoin d'argumenter, pas besoin de convaincre, pas besoin de faire un drame. Vous partez, c'est tout, parce que vous n'avez pas besoin de cette personne. Un job vous exploite? Vous pouvez partir parce que vous ne définissez pas votre valeur par votre poste. Une amitié vous draine plus qu'elle ne vous nourrit? Vous pouvez prendre vos distances, parce que vous ne mesurez pas votre importance au nombre de gens autour de vous. Et ce n'est pas de la théorie abstraite, ça change tout en pratique. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de comment ça se manifeste. Vous êtes dans une relation, ce n'est pas terrible. Pas d'abus, pas de tromperie, mais pas de connexion réelle non plus. Vous êtes ensemble par inertie, par confort, par peur d'être seul. Avant, vous seriez resté des années, des décennies peut-être, parce que l'alternative, la solitude, était trop terrifiante. Mais maintenant, vous savez que la solitude n'est pas une punition, que vous êtes bien seul, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir complet. Alors vous partez, pas avec colère, pas avec drame, avec clarté. Et les gens autour disent « Mais vous aviez l'air si bien ensemble ». Et vous n'expliquez pas, parce qu'ils ne comprendraient pas. Avoir l'air bien n'est pas être bien. Et vous n'êtes plus disposé à vivre pour les apparences. Vous êtes en réunion au travail. Votre chef parle. Il dit un truc que vous savez être faux, factuellement faux. Avant, vous seriez resté silencieux, parce que confronter l'autorité, c'est risqué. Parce que vous aviez besoin de ce job, parce que vous ne pouviez pas risquer d'être vu comme l'élément perturbateur. Mais maintenant, vous levez la main, poliment, respectueusement, mais fermement. Je ne suis pas d'accord, et voici pourquoi. Et vous présentez vos arguments, clairement, sans vous excuser, sans édulcorer. Et le silence qui suit est lourd. Votre chef n'aime pas ça. Vous le voyez à son expression. Mais vous voyez aussi autre chose.
du respect, un respect involontaire, parce que vous ne vous êtes pas courbé, parce que vous n'avez pas eu peur de dire votre vérité. Et même s'ils ne vous respectent pas, même si ça vous coûte le job, vous êtes bien, parce que vous avez quelque chose de plus précieux que n'importe quel job, votre intégrité. Et vous savez que vous pouvez rester seul s'il le faut, que vous ne dépendez pas de cet endroit, de cette validation, de cette appartenance. Vous êtes à un dîner de famille, tout le monde discute, et quelqu'un dit un truc raciste ou sexiste, quelque chose d'offensant, et tout le monde rit. Ce rire gêné de ceux qui ne sont pas d'accord mais n'ont pas le courage de parler. Avant, vous auriez ri aussi, ou vous seriez tu, parce que créer un conflit en famille, c'est dur, parce que vous ne vouliez pas être le rabat-joie, le politiquement correct, celui qui casse l'ambiance. Mais maintenant vous parlez, calmement, mais clairement. Je ne trouve pas ça drôle, et voici pourquoi. Et le malaise qui s'installe est palpable. Les oncles évitent votre regard. Les cousins changent de sujet rapidement. Vous êtes devenu le problème, la personne qui ne s'est pas laissée couler. Mais vous dormez tranquille ce soir-là, parce que vous n'avez pas trahi vos valeurs pour un confort temporaire, parce que vous savez que vous pouvez gérer l'inconfort, que vous n'avez pas besoin de leur approbation pour savoir qui vous êtes. Les gens qui ont peur de rester seuls tolèrent n'importe quoi. L'abus subtil, le manque de respect chronique, les relations toxiques, les environnements hostiles, parce que l'alternative, rester seul, est plus terrifiante que l'abus. Alors, ils restent, et ils appellent ça de la loyauté, de la résilience, de l'amour. Mais ce n'en est pas, c'est de la peur déguisée. Quand vous n'avez pas peur de la solitude, vous devenez impossible à exploiter. Vous n'acceptez pas les miettes, vous n'acceptez pas le demi-engagement, vous n'acceptez pas d'être une option, parce que vous avez toujours une alternative. Et l'alternative, votre propre compagnie, est bonne. C'est la paix, c'est la liberté. Ça change comment vous négociez, comment vous vous positionnez, comment vous entrez en relation. Vous entrez dans n'importe quelle situation en sachant « je peux partir ». Et cette connaissance, cette possibilité toujours présente, change la dynamique. Vous ne négociez pas depuis une position de désespoir, vous négociez depuis une position de choix, et ça vous donne un pouvoir que l'argent n'achète pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la majorité. La majorité a abandonné. La majorité est retournée au confort des distractions. Vous êtes resté. Vous avez entendu des vérités que la société travaille activement à vous cacher. Vous avez confronté la possibilité que tout ce qu'on vous a appris sur la solitude était un mensonge orchestré. Ça demande du courage. Et vous en avez. Abonnez-vous maintenant si vous voulez plus de contenu comme ça. Parce que ce n'est que le début. Chaque semaine, j'apporte des vidéos qui confrontent ce que la société vous a appris à croire, qui défient les récits confortables, qui vous donnent des outils pour vivre en conscience plutôt qu'en automate, et commenter quel chemin vous choisissez. Authenticité ou approbation, liberté ou appartenance superficielle, solitude consciente ou compagnie désespérée. Vous choisissez. Ça a toujours été votre choix. Vous ne saviez juste pas que vous aviez la permission. Maintenant, vous savez. Votre solitude n'est pas une maladie. Elle ne l'a jamais été. C'est la seule chose qui vous protège de vivre la vie de quelqu'un d'autre. De vous réveiller à 50 ans en réalisant que vous avez passé 5 décennies à être qui vous pensiez devoir être sans jamais découvrir qui vous étiez vraiment. C'est la seule chose qui vous force à confronter votre ombre, à intégrer vos parties rejetées, à devenir entier. C'est le chemin vers l'individuation, vers l'authenticité, vers la liberté réelle. Et la liberté réelle fait peur, parce qu'avec la liberté vient la responsabilité. Vous ne pouvez plus blâmer. Vous ne pouvez plus dire « j'ai fait ça parce qu'ils attendaient ça. Je suis ici parce que je n'avais pas le choix ». Quand vous embrassez votre capacité à être seul, vous embrassez aussi le fait que chaque choix est le vôtre. Et c'est terrifiant et libérateur. Vous allez perdre des gens. Vous allez perdre des versions de vous-même. Vous allez perdre des illusions confortables. Vous allez perdre la fausse sécurité qui vient de l'appartenance sans questionnement. Mais vous allez gagner quelque chose qu'aucune relation codépendante ne peut donner. Vous allez vous gagner vous-même. Et à la fin, tout ce que vous avez vraiment, c'est vous. Pensez-y vraiment. Pas superficiellement, profondément. Tout le monde partira un jour ou l'autre. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que c'est la nature de l'existence. Les relations se terminent, par choix,
par circonstance, par la mort. Vos parents vont mourir. Vos amis vont suivre des chemins différents. Vos partenaires peuvent vous quitter. Vos enfants vont grandir et construire leur propre vie. Les jobs finissent. Les villes changent, les phases passent. Rien n'est permanent, rien. Sauf une chose, vous. La seule constante dans votre vie, du premier au dernier jour, c'est vous. Vous. Vous réveillez avec vous. Vous dormez avec vous. Vous vivez chaque seconde, chaque pensée, chaque sentiment avec vous. Il n'y a pas moyen d'échapper, pas moyen d'externaliser, pas de vacances de cette compagnie. Et si vous ne savez pas être avec vous-même, si vous n'êtes pas bien dans votre propre compagnie, si vous n'avez pas cultivé cette relation fondamentale, vous allez passer votre vie entière à fuir la seule rencontre inévitable, la rencontre avec vous-même. Et voici l'ironie brutale, plus vous fuyez, plus vous devenez vide. Vous pouvez avoir 1000 amis, être toujours en couple, avoir qu'un agenda blindé, ne jamais passer une minute seul. Mais au fond, dans le calme du petit matin, quand il n'y a pas de distraction, pas de bruit, personne, vous le sentez, ce vide. Cette solitude qui n'a rien à voir avec la présence de gens, c'est la solitude existentielle de ne pas se connaître, de ne pas être chez soi en soi-même, d'être un étranger dans sa propre vie. Jung appelait ça l'aliénation du soi. Vous devenez tellement occupé à être ce que les autres ont besoin que vous soyez, que vous vous perdez. Et alors vous passez le reste de votre vie à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, à chercher chez d'autres personnes la complétude qui ne vient que du fait d'être entier avec soi-même, à chercher dans les conquêtes externes la validation qui ne vient que de l'auto-acceptation. Et vous ne trouvez jamais, parce que vous cherchez au mauvais endroit. La solitude, son véritable domaine, c'est le raccourci, c'est la route directe vers le soi, vers qui vous êtes vraiment. Ça n'exige pas 10 ans de méditation dans un monastère, ça n'exige pas de gourou, ça n'exige rien d'autre que du courage, le courage de rester, de ne pas fuir, de ne pas remplir le silence, de regarder à l'intérieur même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable, parce que l'inconfort est le signe que vous touchez à quelque chose de réel, quelque chose qui a besoin d'être vu, quelque chose qui a passé des décennies à attendre votre attention. Alors embrassez ça, embrassez l'inconfort, embrassez le silence, embrassez les pensées que vous avez évitées, embrassez les parties de vous qu'on vous a appris à rejeter, embrassez votre besoin de solitude sans vous excuser, sans justifier, sans expliquer, parce que, de l'autre côté de cette étreinte, se trouve la seule chose que tout le monde cherche désespérément et ne trouvera jamais chez une autre personne, la paix véritable, la connaissance réelle de qui vous êtes, la liberté de vivre votre vie selon vos termes et la capacité rare, précieuse, radicale d'être bien seul. Parce que quand vous êtes bien seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes avec la seule personne qui sera là du début à la fin. Vous êtes chez vous, enfin, chez vous.